Salut tout le monde. Quand j'étais petite, un tas de bouquins à la couverture noire et rouge avaient envahi les librairies. C'était les polars scandinaves. À part quelques tomes de la saga Millennium que j'ai lu quand j'étais ado, je n'y m'y suis pas plus intéressée que ça. Du coup, récemment, je me suis dit que j'allais tenter l'expérience avec La Princesse des Glaces de la suédoise Camilla Läckberg. Moi qui aime bien le conte de la Reine des Neiges, j'étais plutôt enthousiaste avec ce titre. On comprend d'ailleurs immédiatement pourquoi le livre s'appelle comme ça lorsqu'Alexandra est retrouvée morte complètement congelée dans l'eau glacée de son bain. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt original comme découverte de cadavres pour lancer une enquête de polar. Malheureusement, mon enthousiasme s'est diminué au fur et à mesure de ma lecture. Ça commence avec Erika, le personnage principal, qui se donne des points négatifs selon le barème Weight Watchers quand elle grignote un truc. Ça fait un peu sourire au début et on peut s'identifier à elle sur le fait de complexer au niveau de son poids. Sauf que ça n'arrête pas. L'autrice décrit souvent de la nourriture, mais souligne à chaque fois la culpabilité d'Erika à ce sujet, et au bout d'un moment, c'est gavant. Ensuite, il y a Bertil Melberry, l'inspecteur en chef de la police locale. Le gars est un gros beauf bien gras et graveleux, sale, moche et ultra incompétent. L'autrice a tellement exagéré ce mec que ce n'est même plus un personnage vraisemblable, mais juste une caricature de connard fondamentalement mauvais. Cet inspecteur harcèle d'ailleurs quotidiennement sa secrétaire. Situation grave vu qu'il est son supérieur hiérarchique et le chef de la police, donc difficile de porter plainte. Mais le pire, je trouve, c'est la façon dont l'autrice en parle. Annika avait bien aimé son travail jusque-là, mais avec Melberry comme chef, les beaux jours étaient derrière. Ne se contentant pas d'être grossier, ce type-là se voyait comme un don de Dieu aux femmes, et Annika était la première à en faire les frais. Allusions équivoques, pincements de fesses et commentaires douteux n'étaient qu'une infime partie de ce qu'elle devait endurer désormais sur son lieu de travail. Ce qu'elle tenait pour la particularité la plus répugnante du bonhomme était cependant l'épouvantable coiffure qu'il avait adoptée pour dissimuler son crâne dégarni. Donc en gros, pour Annika, la coiffure de cet homme est pire que le harcèlement qu'il lui fait subir au boulot. On dirait limite que l'autrice normalise cette situation en mode « Je me fais harceler par mon boss, mais bon, au moins ma situation n'est pas aussi horrible que sa coiffure, lol ». Bref, j'ai eu du mal avec ça. Sinon, globalement, j'ai trouvé que l'histoire se basait un peu sur des clichés classiques de polar. Ça se passe évidemment dans un petit village où tout le monde se connaît et où il y a plein de secrets dissimulés et de non-dits. Bien que ce soit un village reculé de pêcheurs, il y a une famille riche qui a un business florissant et qui est impliquée dans le mystère. La morte était une personne pleine de secrets, elle était mariée mais commettait l'adultère, etc., etc. Mais ce qui m'a vraiment gavé dans ce livre, c'est surtout le fait que tout le monde fait n'importe quoi. Au début, comme la morte est retrouvée dans son bain avec les veines coupées, la police considère que c'est un suicide en attendant la confirmation de l'autopsie. Ok, normal. Mais, en attendant les résultats, ils ne scellent pas la maison pour éviter une quelconque intrusion. Et ils ne le font toujours pas après que l'autopsie ait démontré que c'était un meurtre, et même pire, alors même qu'ils ne sont qu'au début de l'enquête et n'ont pas encore fouillé la maison de fond en comble, ils laissent la famille de la défunte organiser l'apéro de l'enterrement dans la maison où a eu lieu le crime. D'ailleurs, la femme riche du village se pointe à la surprise générale à l'apéro de l'enterrement d'Alex. Or, on sait plusieurs choses. Le fils de cette femme riche a disparu il y a 25 ans au même moment où la famille d'Alex a déménagé brusquement, et peu de temps après est née Julia, la petite sœur d'Alex. Julia est un peu le vilain petit canard puisqu'elle ne ressemble à personne de sa famille, qu'elle déteste sans trop le cacher. La femme riche est tellement hautaine qu'elle ne parle à personne du village sauf si c'est une célébrité, mais pendant l'apéro elle ne parle quasi exclusivement qu'à Julia, avec laquelle elle a une vraie complicité. Quel lien peut-il donc y avoir entre ces protagonistes ? Julia ne serait-elle pas la petite fille de la femme riche, d'où leur complicité ? La famille d'Alex n'aurait-elle pas déménagé pour cacher un adultère avec le fils disparu qui se trouve être le vrai père de Julia ? Mais avant que n'ait lieu cet apéro, Erika, qui est une amie d'enfance d'Alex, commence à mener l'enquête pour découvrir qui est le tueur. Pour trouver des indices, elle décide d'entrer par effraction dans la maison de la morte. Et ça m'a un peu énervée, parce que quel genre de conne s'introduit dans une maison où a eu lieu un homicide pour y déposer ses empreintes partout en fouinant dans les tiroirs, sachant que l'autopsie vient de confirmer le meurtre et que la maison va être fouillée par la police. Mais de toute façon, on s'en fout parce que ce n'est même pas la police scientifique qui vient relever les empreintes et toutes les traces pouvant aider à l'enquête, c'est la police locale qui vient fouiller les tiroirs et les placards. L'autrice a juste décidé qu'il n'y aurait pas de conséquences à la connerie de son perso principal et a transformé les flics en gros débiles. Quoi qu'il en soit, Erika a découvert qu'Alex attendait son amant pour un dîner en tête-à-tête le jour où elle a été assassinée. Erika a soudain un éclair de génie et va dans la maison de la morte qui est devenue un vrai moulin à vent pour utiliser le téléphone fixe et appeler le dernier numéro qu'Alex a composé en se disant qu'elle avait sûrement dû appeler son amant en retard ce jour-là. L'idée est bonne, mais le problème c'est que l'on se retrouve d'un coup d'un point de vue extérieur à Erika alors qu'on était dans sa tête pendant tout ce temps, de sorte que l'on ne peut pas savoir ce qu'elle a entendu dans le combiné. Outre le fait que je trouve que l'autrice abuse avec son procédé narratif pourri pour nous cacher ce qui vient d'être découvert, j'en ai eu ma claque de ce livre à ce moment-là. Parce qu'au tout début de l'histoire, quand le mari et la mère d'Alex se font interroger par l'inspecteur, il leur dit clairement que la police va vérifier tous les appels d'Alex. Sauf qu'ensuite, l'autrice n'en parle plus du tout pour que ce soit Erika qui fasse une découverte importante par ce procédé.
Comment se fait-il que la police ne l'ait pas déjà fait ce travail de vérification? Pourquoi est-ce que la police ne fait pas son travail? Pourquoi Erika a toujours de meilleurs filons et de meilleures façons de faire l'enquête que les flics dont c'est pourtant le boulot? Eh bien parce que l'autrice en a décidé ainsi. Camilla Lekberry a décidé d'ignorer la façon dont la police fonctionne dans la réalité. Parce que pour que son personnage principal, qui n'est pas enquêtrice, fasse tout mieux que tout le monde, il fallait que tout le monde soit plus stupide qu'elle. C'est exagéré, abusé même, jusqu'à être maladroit. Arrêtons la connerie. Au bout du 1000e roulement des yeux causé par l'exaspération, j'ai fait un truc que je n'ai quasiment jamais fait auparavant. J'ai laissé tomber. J'ai arrêté ma lecture parce que ce livre m'a mise dans un état de méditation philosophique où je me suis mise à me demander quel était le sens de ma vie et pourquoi je m'infligeais ça. Pourquoi est-ce que je me faisais souffrir en lisant des trucs qui m'énervent au lieu de faire autre chose qui me procure du plaisir? Je me suis souvenu des commentaires sous mes vidéos. Joue à Zelda, c'est trop bien, lol. T'as pas d'âme quand tu parles, comme toujours, lol. Joue à Zelda au lieu de t'énerver sur des livres que t'aimes pas. Recoubé. Je me suis dit que mes viewers avaient raison. Alors au lieu de continuer à m'énerver, je suis sortie prendre l'air et j'ai racketté le premier gamin que j'ai croisé avec une Switch dans les mains. C'est ainsi que je me suis mise à jouer à Zelda Breath of the Wild, un jeu d'aventure où l'on incarne un lutin amnésique qui a passé 100 ans à roupiller. Lorsqu'il se réveille, il entend un appel à l'aide télépathique de la princesse Zelda, qu'il va alors secourir en parcourant le royaume dévasté d'Hyrule, qui est juste énorme. Zelda a peut-être besoin que je me dépêche d'aller la sauver, mais il va me falloir un petit bout de temps pour tout explorer. Le monde est vaste et il y a beaucoup de choses à découvrir, mais ce qui est bien, c'est qu'on est totalement libre de notre parcours et donc on n'est pas obligé de couvrir chaque mètre carré de la map. Toutefois, notre liberté dans le jeu n'implique pas que l'on soit totalement livré à nous-mêmes pour autant. Le gameplay est très bien pensé et un ensemble de petites missions à remplir nous permettent une prise en main aisée du jeu de façon progressive et un objectif principal donne un fil rouge nous permettant d'accomplir notre quête. Je suis très loin d'avoir fini ce jeu, mais je l'ai très rapidement apprécié. Il est beau au niveau des graphismes et les paysages impressionnants sont à couper le souffle lorsqu'on les observe depuis une hauteur. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul type de paysage. Même si les grandes étendues de plaines verdoyantes sont majoritaires, il y a aussi une plage tropicale, de hautes montagnes où l'on meurt de froid, des déserts où l'on meurt de chaud, etc. Je pensais que le jeu ne serait pas très réaliste, mais les objets ont vraiment un comportement proche de la réalité, que ce soit la chute des corps, le vent, la pluie, ou même un feu qui se propage. J'ai trouvé également sympa l'alternance des moments de détente, où l'on peut calmement découvrir plein de choses, cuisiner, collecter des objets et résoudre des casse-têtes, et des moments de stress où l'on rencontre sur le chemin des ennemis de difficultés variables et que l'on va soit dégommer, soit contourner selon notre propre niveau de puissance. De toute façon, le jeu se sauvegarde très souvent et si l'on meurt, on peut recommencer la partie autant de fois qu'on veut, et puis si l'on a du mal avec quoi que ce soit, Internet regorge de solutions pour ce jeu. Pour finir, je dirais simplement que je trouve que ce jeu est très bien équilibré entre les moments d'exploration et d'action, ainsi qu'entre la liberté de choix donnée aux joueurs et la contrainte imposée par les quêtes à accomplir. Je ne suis pas une grande appréciatrice de la console Switch car Nintendo abuse sur les prix des jeux, même quand ils sont ultra vieux comme Skyrim, mais je concède sans aucun problème que Breath of the Wild est un très bon investissement au vu du très grand temps de jeu de qualité qu'il offre. Je l'ai apprécié dès le début et il m'a guéri de mon appréhension des jeux en monde ouvert. Du coup, mes abonnés avaient raison. Jouer à Zelda au lieu de m'énerver sur un bouquin qui ne me plaisait pas m'a fait beaucoup de bien. En revanche, pour écrire cette review, je suis quand même allé voir sur internet le résumé du bouquin. Ce que je peux dire, c'est que j'avais bien deviné que Julia était la petite fille de la femme riche. En revanche, je m'étais trompée sur un truc. Ce n'est pas la mère d'Alex qui a commis l'adultère avec le fils riche disparu, mais le fils riche disparu qui a violé 2 garçons et Alex qui l'a mise enceinte de Julia à 12 ans. Donc Julia n'est pas la sœur d'Alex, mais sa fille. Les 3 gamins n'en pouvaient tellement plus de ces situations qu'ils ont fini par tuer leur bourreau, raison pour laquelle le fameux fils de riche a disparu il y a 25 ans. Et toute l'intrigue de cette histoire se base sur le fait que les parents d'Alex et la mère d'un des petits garçons ont préféré cacher ce qui est arrivé à leurs enfants pour éviter les commérages du village, au lieu de dénoncer un gros c*** de fils de p*** qui a violé leurs enfants. D'ailleurs, le deuxième petit garçon s'est fait adopter par la femme riche, donc la mère de son père, sûrement pour le faire taire. Bref, c'est du gros n'importe quoi avec beaucoup de drama bien exagéré et des parents pourris pour qui il est plus important d'éviter des ragots plutôt que de faire prendre en charge des gamins traumatisés à vie. Et même s'ils ont commis un meurtre, ils ne seraient pas allés en tôle vu les circonstances. Donc, les parents n'ont aucune justification valable pour avoir agi comme ils l'ont fait. C'est juste de gros égoïstes. Je ne regrette pas d'avoir abandonné ma lecture pour faire autre chose, et pour moi il n'y a pas photo. La princesse Zelda bat à plate couture la princesse des glaces. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine.